Avant de plonger dans cette histoire haletante, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion et à découvrir une intrigue qui vous tiendra en haleine, commentez, et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, donnez un like pour nous défier de vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend. Sous le ciel noir de Saint-Denis, à 21h30, une Peugeot noire glisse silencieusement sur la rue déserte de la Liberté. Jacques Dubois, un homme d'origine africaine, 55 ans, cadre respecté, conduit avec prudence, son regard fixé sur l'horizon. Soudain, des éclats bleus et rouges déchirent en la nuit, comme des lames tranchantes dans son rétroviseur. Une voiture de la police nationale, gyrophare hurlant, le talonne sans raison apparente. Jacques, habitué à la méfiance des uniformes, sent une colère sourde monter en lui. Il n'a rien fait. Pourquoi cette chasse absurde? Il ralentit, signale son arrêt et gare sa voiture sous les ombres menaçantes d'un vieux chêne. Le moteur ronronne encore, mais le silence est brisé par les pas lourds d'un jeune policier, Pierre Lefebvre, 27 ans, dont l'arrogance suinte à chaque mouvement. Sans un mot, sans explication, Pierre aboie. Papier! Sa main effleure son beretta, ses yeux brillent d'une hostilité injustifiée. Jacques, contenant sa fureur, demande calmement. Pourquoi m'arrêtez-vous, officier? La réponse de Pierre, un rictus méprisant aux lèvres, glace le sang. Vous n'avez rien à faire ici à cette heure, vous n'êtes pas d'ici. Une accusation raciale, crue, jetée comme une gifle. La rage bouillonne en Jacques, mais il la muselle, ses mains crispées sur le volant. À cet instant, un détail inattendu surgit. Une vieille médaille, héritage de son père, glisse de sa poche, scintillant sous la lumière des phares. Ce symbole de résilience attise sa détermination à ne pas céder face à l'injustice. Cette nuit, Jacques ne sera pas une victime silencieuse. Sa colère, contenue mais brûlante, promet une confrontation explosive. La nuit à Saint-Denis, déjà lourde d'une tension palpable, s'embrase d'une colère incandescente. Sous l'ombre menaçante du vieux chêne, Jacques Dubois, toujours assis dans sa Peugeot noire, fixe le rétroviseur où les gyrophares de la voiture de police dansent comme des flammes voraces. La médaille de son père, glissée de sa poche et scintillant faiblement sous la lumière crue, semble murmurer une injonction. Ne cède pas. Jacques, dont le calme apparent dissimule une rage bouillonnante, sent son cœur marteler sa poitrine. L'injustice crue de cette interpellation, cette accusation raciale jetée par l'officier Pierre Lefebvre, « Vous n'êtes pas d'ici » résonne comme une insulte à son existence, à son histoire, à tout ce qu'il représente. Mais ce n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est une blessure collective, un écho des humiliations subies par tant d'autres dans ces rues. La transition entre l'indignation contenue et l'escalade explosive s'amorce lorsque Pierre, jeune policier de 27 ans, à peine 3 ans de service, s'approche de la vitre à demi baissée avec une arrogance qui fait bouillir le sang. Ses yeux, injectés d'une agressivité injustifiée, scrutent Jacques comme s'il était un criminel pris en flagrant délit. Sans un mot d'explication, sans un semblant de respect, Pierre aboie « Papier, maintenant ». Sa main droite, posée sur la crosse de son beretta, tremble légèrement, trahissant une nervosité qui ne fait qu'attiser la fureur de Jacques. Ce n'est pas un contrôle de routine, c'est une démonstration de pouvoir, une tentative d'humiliation. Jacques, dont la voix reste ferme malgré la tempête intérieure, répond avec une question légitime. « Officier, pour quelle raison m'arrêtez-vous » La réponse de Pierre, un rictus méprisant déformant son visage juvénile, est une gifle verbale. Vous roulez de manière suspecte dans ce quartier à cette heure. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Les mots, chargés de sous-entendus raciaux, frappent Jacques comme un coup de poignard. Sa colère, jusqu'alors contenue, menace d'exploser. Il pense à son père, un immigré qui a lutté pour s'intégrer en France, à sa propre carrière bâtie sur des décennies de sacrifices. Être réduit à un suspect en raison de sa couleur de peau, sur une route qu'il emprunte chaque jour, est une insulte insupportable. Pourtant, il sait que la moindre erreur pourrait transformer cette confrontation en tragédie. Ses mains, crispées sur le volant, résistent à l'envie de frapper quelque chose, n'importe quoi, pour évacuer cette rage. L'escalade atteint un point critique lorsque Jacques, décidé à produire ses papiers, tend lentement la main vers le compartiment passager. « Je vais prendre mes documents », annonce-t-il, sa voix claire mais tendue, chaque mot pesé pour éviter tout malentendu. Mais Pierre, comme possédé par une panique irrationnelle, hurle
Ne bougez pas, mains en l'air. Dans un cliquetis sec, il dégaine son Beretta et le pointe directement sur la tempe de Jacques. Le canon noir, froid et menaçant, à quelques centimètres de son visage, transforme la colère de Jacques en une fureur volcanique. Il fixe l'arme, puis les yeux de Pierre, où se mêlent peur et défi. Ce n'est plus un simple abus de pouvoir, c'est une menace de mort, un acte de violence pure, déguisé sous l'uniforme de la loi. Jacques, malgré le danger, sent une résolution d'acier se former en lui. Il ne se laissera pas briser. C'est alors qu'un détail inattendu surgit, ajoutant une couche de tension dramatique. Dans le rétroviseur, Jacques aperçoit un graffiti sur un mur voisin, à peine visible sous la lumière des phares. Justice pour tous. Ces mots, peints à la hâte par un anonyme, semblent s'adresser directement à lui, ravivant sa détermination. Ce graffiti, symbole d'une communauté qui crie son ras-le-bol face aux injustices, devient un catalyseur. Jacques, tout en gardant ses mains visibles, murmure presque pour lui-même. Pas ce soir. Pas comme ça. Sa voix, bien que basse, porte une intensité qui fait vaciller Pierre. L'officier, déstabilisé par ce calme surnaturel, resserre sa prise sur son arme, mais une lueur d'incertitude traverse son regard. Il sent qu'il n'a pas affaire à une proie facile. Dans un acte de défi calculé, Jacques décide de prendre un risque. « Officier, dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Je vais prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un. Je le ferai lentement. » Chaque mot est une provocation contenue, un refus de se soumettre à cette tyrannie. Pierre, pris au dépourvu, hésite. « Pas de mouvement brusque, grogne-t-il, mais sa voix trahit une fissure dans son assurance. Jacques, avec une lenteur délibérée, extrait son smartphone de sa veste, ses doigts effleurant à nouveau la médaille de son père, comme pour puiser du courage dans ce legs. Il compose un numéro sans quitter Pierre des yeux. La sonnerie, amplifiée par le silence oppressant, déchire l'air. « Étienne, dit Jacques lorsqu'on décroche, sa voix d'un calme glacial, « je suis à l'angle de la rue de la Liberté et de l'avenue des Roses. Un de tes hommes me menace avec une arme. Il a l'air instable. » Ces mots, prononcés avec une autorité naturelle, font blêmir Pierre. Le nom d'Étienne Martin, commissaire de Saint-Denis, résonne comme une sentence. Cette confrontation explosive n'est que le début d'un drame qui va secouer Saint-Denis. Si l'injustice vous révolte et que vous voulez savoir comment Jacques va renverser la situation, commentez « Justice » ci-dessous et partagez cette histoire avec vos amis. Si vous pensez que Pierre mérite une chance de s'expliquer, donnez un like pour nous le faire savoir. Ne manquez pas la suite, car un rebondissement inattendu vous attend dans la prochaine partie. Restez connectés pour découvrir qui aura le dernier mot. La tension à l'angle de la rue de la Liberté et de l'avenue des Roses atteint un paroxysme suffocant, comme si l'air lui-même refusait de circuler. Jacques Dubois, immobile dans sa Peugeot noire, fixe le canon du Beretta de Pierre Lefebvre, dont le métal glacé semble absorber la faible lumière des réverbères. Le graffiti « Justice pour tous », aperçu dans le rétroviseur, brûle dans son esprit, un cri muet qui amplifie sa fureur contenue. Chaque seconde qui passe est une épreuve, un affront à sa dignité, un rappel des innombrables injustices qu'il a juré de combattre. Mais alors que la voix tremblante de Pierre, mélange d'arrogance et de panique, ordonne à Jacques de ne pas bouger, un nouveau son déchire la nuit. Le hurlement d'une sirène au loin, accompagné du crissement de pneus sur l'asphalte. Une lueur d'espoir, aussi fragile qu'un fil, traverse l'esprit de Jacques, mais sa colère reste incandescente. Il sait que cette confrontation ne se résoudra pas sans conséquence, et il est prêt à en assumer le poids. La connexion avec la scène précédente est palpable. Le téléphone, toujours posé sur le tableau de bord, vibre légèrement, comme un écho de l'appel passé à Étienne Martin, commissaire de Saint-Denis. Jacques, dont les mains restent indivisibles, maintient un regard d'acier sur Pierre, refusant de céder à la peur. Le jeune policier, déstabilisé par la mention d'Étienne, vacille. Son assurance, déjà fragile, s'effrite sous le poids de l'autorité implicite de Jacques. « Qui avez-vous appelé » aboie Pierre, sa voix trahissant une nervosité croissante. Jacques, sans un mot, laisse le silence répondre, un silence lourd de défi. À cet instant, un détail nouveau surgit, ajoutant une tension dramatique. Un attroupement de passants, habitants du quartier, commence à se former à une trentaine de mètres, attirés par les gyrophares. Parmi eux, une adolescente, téléphone à la main, filme la scène, son visage marqué par une indignation silencieuse. Cette présence inattendue,
Un témoignage vivant de l'incident fait monter la pression sur Pierre, dont le regard oscille entre Jacques et la foule naissante. Les phares d'une seconde voiture de police perçant l'obscurité, et Étienne Martin, 60 ans, commissaire respecté, descend avec une autorité qui impose le silence. Sa silhouette massive, soulignée par l'uniforme impeccablement repassé, contraste avec l'agitation désordonnée de Pierre. Étienne, dont le visage trahit un mélange de choc et de fureur, s'approche à grands pas. « Pierre, qu'est-ce que tu fais, bon sang » tonne-t-il, sa voix faisant trembler l'air. Pierre, pris au dépourvu, balbutie. « Monsieur, cet individu agissait de manière suspecte. Il refusait de coopérer. » Mais ces mots sonnent creux, et la sueur perlant sur son front trahit sa culpabilité. Jacques, toujours assis, sent une vague de colère l'envahir face à ce mensonge éhonté. Il pense à la médaille de son père, à ce symbole de résilience qui repose dans sa poche, et à la foule qui observe, témoin d'une injustice qu'il ne peut tolérer. « Suspect » murmure-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Parce que je suis noir et que je conduis dans mon propre quartier ?» Étienne, sans attendre les excuses maladroites de Pierre, s'approche de la Peugeot. « Jacques, tu vas bien ?» demande-t-il, son ton mêlant inquiétude et incrédulité. Puis, se tournant vers Pierre, il lâche une phrase qui fige l'atmosphère. « Sais-tu à qui tu viens de pointer ton arme, imbécile ?» Pierre, confus, secoue la tête, son beretta toujours tremblant dans sa main. C'est Jacques Dubois, directeur de la direction centrale de la police judiciaire. Les mots d'Étienne tombent comme un coup près. Pierre blêmit, ses jambes flageolent, et le pistolet s'abaisse lentement, comme si toute force l'avait quitté. La foule, à présent plus nombreuse, murmure, et l'adolescente continue de filmer, capturant chaque instant de cette déroute. Jacques, dont la colère atteint un sommet, fixe Pierre avec un regard qui semble le transpercer. « Ce n'est pas seulement moi que tu as menacé, » dit-il, sa voix vibrante d'une indignation à peine contenue. « C'est chaque personne dans ce quartier que tu as insulté avec tes préjugés. » Un élément nouveau intensifie la scène. Un cri s'élève de la foule. Une femme âgée, voisine de longue date de Jacques, s'avance, pointant un doigt accusateur vers Pierre. « C'est toujours pareil. Vous harcelez nos enfants, nos frères, pour rien. » Sa voix, chargée de douleur et de colère, résonne comme un écho des frustrations accumulées dans la communauté. Ce moment spontané, imprévu, transforme l'incident en un symbole plus large, une révolte collective contre l'abus de pouvoir. Jacques, bien que bouleversé, sent une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Il ne s'agit plus seulement de son combat, mais de celui de tous ceux qui, comme cette femme, ont été victimes d'injustices similaires. Étienne, conscient de la gravité de la situation, ordonne à Pierre de poser son arme sur le capot de sa voiture. « Tu es suspendu, immédiatement », déclare-t-il, sa voix dénuée de toute clémence. Pierre, paralysé, obéit, son beretta tombant avec un claquement sourd comme un aveu de défaite. Jacques, toujours dans sa voiture, sent la médaille dans sa poche, comme un rappel de son devoir. Il sait que cet incident ne s'arrêtera pas là. Sa colère, loin de s'apaiser, se transforme en une détermination froide. Il ne laissera pas cet abus passer inaperçu. La présence de la foule, et surtout de l'adolescente qui filme, lui donne une assurance supplémentaire. Cette nuit, l'injustice ne restera pas dans l'ombre. Étienne, après un regard entendu à Jacques, appelle des renforts par radio. Centrale, ici commissaire Martin. Envoyez une unité à l'angle de la rue de la Liberté et de l'avenue des Roses. Incident impliquant un officier. La voix d'Étienne, ferme mais teintée de déception, scelle le destin de Pierre. Sous les réverbères vacillants de la rue de la Liberté, l'atmosphère à Saint-Denis est saturée d'une colère qui semble prête à faire éclater le ciel lui-même. Jacques Dubois, toujours dans sa Peugeot noire, sent la médaille de son père peser dans sa poche, un talisman de résistance face à l'injustice qui vient de le frapper. La foule, désormais dense, murmure avec une indignation croissante, leurs visages éclairés par les gyrophares comme des masques de révolte. L'adolescente, son téléphone toujours braqué sur la scène, continue de filmer, tandis que la voix de la femme âgée, accusatrice et brisée, résonne encore dans l'air. Pierre Lefebvre, l'officier déchu, se tient figé près de sa voiture de patrouille, son beretta abandonné sur le capot, son arrogance pulvérisée par les mots cinglants d'Étienne Martin. Jacques Dubois est le directeur de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ.
Mais ce n'est pas seulement la révélation de l'identité de Jacques qui alimente la fureur collective, c'est la prise de conscience brutale que cette injustice aurait pu frapper n'importe qui dans ce quartier, sans la protection d'un titre ou d'un réseau. La transition depuis la confrontation explosive est fluide, comme si la nuit elle-même refusait de relâcher son emprise. Les renforts appelés par Étienne arrivent, leur gyrophare ajoutant une cacophonie lumineuse à la scène. Mais au lieu de calmer les esprits, leur présence attise la colère de la foule, qui perçoit cet incident comme l'énième preuve d'un système défaillant. Jacques, descendant enfin de sa voiture, ajuste son manteau avec une dignité qui contraste avec le chaos ambiant. Ses yeux, brûlants d'une rage contenue, se posent sur Pierre, puis sur Étienne, et enfin sur la foule. Il sait que cet instant dépasse sa propre humiliation. Il incarne un combat plus vaste, celui d'une communauté lassée d'être ciblée. Étienne, dont le visage trahit une fureur mêlée de honte, s'approche de Jacques. « Je suis désolé, Jacques, » murmure-t-il, sa voix presque noyée par les cris des habitants. Mais Jacques, secouant la tête, répond d'un ton glacial. « Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, Étienne. C'est à eux. » Il désigne la foule, dont les voix s'élèvent en un chœur de protestation. Un détail nouveau surgit, intensifiant la dramaturgie. Parmi les badauds, un homme d'âge moyen, vêtu d'un blouson usé, s'avance, tenant à la main un carnet de notes. Il se présente comme Karim, un journaliste local indépendant, connu pour ses enquêtes sur les abus policiers à Saint-Denis. « J'ai tout entendu, monsieur Dubois, » dit-il, sa voix tremblante d'indignation. « Cette vidéo va faire le tour des réseaux. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. » La caméra de l'adolescente, toujours active, capte cet échange, et la promesse de Karim d'exposer l'incident ajoute une dimension explosive. Cette intervention transforme l'événement en un scandale potentiel, amplifiant la pression sur Pierre et sur l'ensemble de la police nationale. Jacques, bien que furieux, sent une lueur d'espoir. Cette nuit ne sera pas étouffée par le silence, comme tant d'autres avant elle. Étienne, reprenant le contrôle, ordonne à un officier subalterne de sécuriser l'arme de Pierre et de l'escorter jusqu'à une voiture de patrouille. Pierre, désormais livide, balbutie des excuses incohérentes. « Je ne savais pas, monsieur le directeur. Je faisais juste mon travail. » Mais ces mots, faibles et pathétiques, sont engloutis par les huées de la foule. Jacques, s'avançant d'un pas, le fixe avec un regard qui semble le transpercer. « Votre travail ?» répète-t-il, sa voix vibrante d'une colère à peine maîtrisée. « Votre travail était de protéger, pas de menacer. Vous avez pointé une arme sur un homme innocent, sur un citoyen, à cause de vos préjugés? Et si je n'avais pas été directeur, si j'avais été l'un d'eux ?» Il pointe la foule, dont les cris redoublent. « Auriez-vous tiré ?» La question, posée avec une intensité dévastatrice, laisse Pierre sans voix, son visage décomposé par la honte et la peur. La fureur de Jacques atteint un sommet, mais elle est tempérée par une résolution d'acier. Il se tourne vers Étienne, sa voix désormais plus ferme. « Cet homme n'a pas sa place dans tes rangs, Étienne. Et ce n'est pas seulement lui, c'est tout un système qui permet à des gens comme lui de prospérer. » Étienne, acquiesçant gravement, répond « Je m'en occupe, Jacques. Il est suspendu et une enquête sera ouverte. » Mais Jacques, secouant la tête, ajoute « Une enquête interne ne suffira pas. Cet incident est une violation des droits fondamentaux. La DCPJ s'en chargera. » Ces mots, prononcés avec une autorité incontestable, scellent le destin de Pierre. La foule, entendant cette promesse de justice, pousse un rugissement d'approbation, mais leur colère reste vive, alimentée par des années de frustration accumulée. Un autre élément dramatique émerge. Alors que Pierre est emmené, menotté, vers une voiture de patrouille, un objet tombe de sa poche. Une carte de visite d'un groupe connu pour ses discours xénophobes, repérée par l'adolescente qui filme. Ce détail, bien que subtil, sème le doute sur les motivations profondes de Pierre, suggérant que son comportement pourrait être enraciné dans des convictions bien plus sombres que de simples préjugés spontanés. Jacques, apercevant la carte, sent une nouvelle vague de colère l'envahir. Cette découverte, captée par la caméra, promet de transformer l'incident en un scandale national, exposant non seulement Pierre, mais aussi les failles d'un système qui a permis à de tels individus de porter l'uniforme. Étienne, conscient de l'ampleur de la crise, s'adresse à la foule, tentant de calmer les esprits. « Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Justice sera faite. » Mais ces mots sont accueillis par des sifflets.
Jacques, posant une main sur l'épaule d'Étienne, murmure. Ils ne te croiront pas tant que des actes ne suivront pas. Cette nuit, tu as une chance de prouver que tu es différent. Puis, se tournant vers Karim, le journaliste, il ajoute « Faites ce que vous devez faire, que la vérité sorte ». Ces mots, chargés d'une détermination farouche, marquent un tournant. Jacques ne se contentera pas de sa propre vindication. Il exige un changement systémique. Dans les rues sombres de Saint-Denis, l'écho des gyrophares s'éteint lentement. Mais la colère qui a enflammé la rue de la Liberté continue de rugir comme un feu inextinguible. Jacques Dubois, debout près de sa Peugeot noire, sent le poids de la médaille de son père dans sa poche, un rappel brûlant de sa responsabilité face à l'injustice qu'il vient de subir. La foule, toujours présente, vibre d'une indignation collective, leur regard fixé sur Pierre Lefebvre, désormais menotté et escorté vers une voiture de patrouille. La vidéo de l'adolescente, capturant chaque instant de cet abus, circule déjà sur les réseaux sociaux, et les mots de Karim, le journaliste indépendant, promettent un scandale national. La carte de visite xénophobe, tombée de la poche de Pierre, gît sur le sol, un symbole accablant de préjugés profondément enracinés. Mais pour Jacques, ce n'est pas seulement Pierre qui est en cause. C'est un système qui a permis à un tel officier de brandir une arme contre un innocent. La nuit, loin de s'apaiser, s'ouvre sur une nouvelle bataille, celle de la vérité et de la justice. Loin du chaos immédiat de la confrontation, l'aube se lève sur une Saint-Denis en ébullition, où les murmures de révolte se transforment en un cri assourdissant. La connexion avec la scène précédente est fluide. L'image de Pierre, humilié et emmené, cède la place à une vague de conséquences qui secoue la ville. Jacques, rentré chez lui, ne trouve aucun repos. Assis dans son bureau, il fixe une photo de son père, un homme qui a affronté le racisme dans une France d'après-guerre. La médaille, posée sur la table, semble lui parler « Ne te tais pas ». Sa colère, loin de s'éteindre, se mue en une détermination froide et implacable. Il prend son téléphone et contacte la Direction générale de l'Inspection générale de la police nationale, IGPN, exigeant une enquête fédérale pour violation des droits fondamentaux. « Ce n'est pas seulement mon combat », murmure-t-il, « c'est celui de tous ceux qui n'ont pas de voix. » Un détail nouveau surgit, ajoutant une tension dramatique. Le lendemain, une manifestation spontanée éclate devant le commissariat de Saint-Denis. Des dizaines d'habitants, brandissant des pancartes ornées du slogan « Justice pour tous », inspiré du graffiti aperçu par Jacques, exigent des comptes. Parmi eux, l'adolescente, prénommée Aïcha, devient une figure centrale, sa vidéo ayant atteint des milliers de vues en ligne. Elle s'adresse à la foule, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai filmé pour que personne ne puisse nier ce qui s'est passé. Nous méritons mieux que ça. » Cette mobilisation, amplifiée par les réseaux sociaux, transforme l'incident en un symbole de résistance, mettant une pression écrasante sur la police nationale. Jacques, invité à s'exprimer, refuse de parler publiquement pour l'instant, préférant agir dans l'ombre pour garantir une justice rigoureuse. Mais sa fureur, alimentée par la vidéo virale et les cris de la foule, atteint un nouveau sommet. Il ne s'agit plus seulement de punir Pierre, mais de démanteler les structures qui protègent de tels abus. Au commissariat, Étienne Martin, rongé par la honte, supervise les premières mesures disciplinaires. Pierre, suspendu sans salaire, est convoqué par l'IGPN, où l'inspectrice Claire Beaumont, connue pour sa rigueur, prend l'affaire en main. Les enquêteurs découvrent que la caméra corporelle de Pierre n'était pas activée, une violation grave des protocoles qui aggrave son cas. De plus, une fouille de son casier révèle d'autres cartes similaires à celles trouvées sur les lieux, suggérant des liens troublants avec des groupes extrémistes. Cette découverte, relayée par Karim dans un article incendiaire, fait l'effet d'une bombe. Jacques, informé par Étienne, sent une colère viscérale l'envahir. Comment un homme avec de telles idées a-t-il pu porter un uniforme ? Demande-t-il, sa voix tremblante d'indignation. Combien d'autres sont comme lui, tapis dans vos rangs ? L'enquête interne, menée par Claire, met au jour un historique inquiétant. Pierre avait reçu 2 plaintes pour comportement abusif au cours de ses 3 années de service, mais ses supérieurs, par négligence ou complaisance, s'étaient de contenter de réprimandes verbales. Cette révélation attise la fureur de Jacques, qui voit dans ces manquements une trahison systémique. « Ce n'est pas un incident isolé, Étienne », déclare-t-il lors d'une réunion tendue au commissariat. « C'est le résultat d'une culture qui ferme les yeux sur les signaux d'alerte. » Étienne, accablé, promet des réformes,
Mais Jacques reste sceptique. Il insiste pour que l'IGPN, sous sa supervision indirecte en tant que directeur de la DCPJ, prenne le relais. « Je veux des réponses », dit-il, sa voix coupante comme une lame. « Pas pour moi, mais pour Aïcha, pour cette femme âgée, pour tous ceux qui vivent dans la peur d'un uniforme. » Un autre élément dramatique émerge. Une lettre anonyme, glissée sous la porte du commissariat, dénonce d'autres officiers ayant exprimé des vues similaires à celles de Pierre. Bien que non vérifiée, cette lettre, relayée par Karim, sème le doute sur l'intégrité de l'ensemble du commissariat. Jacques, en recevant une copie, sent sa colère se transformer en un feu qui consume tout sur son passage. Cette lettre, bien que risquée, pourrait être la clé pour exposer un réseau de corruption ou de préjugés au sein de la police. Il la transmet à Claire, exigeant une enquête approfondie. « Si nous ne coupons pas la racine, dit-il, ce poison continuera de se répandre. » La manifestation devant le commissariat, toujours active, devient un point de ralliement pour les habitants de Saint-Denis. Les pancartes, les chants et la vidéo d'Aïcha, désormais virale, amplifient l'écho de l'incident. Jacques, bien qu'épuisé, trouve dans cette mobilisation une raison de continuer. Il sait que la route vers la justice sera longue, mais la colère qui l'anime, celle d'un homme, d'un père, d'un leader, ne faiblira pas. « Cette nuit ne sera pas oubliée, » murmure-t-il, serrant la médaille dans sa main. « Pas tant que je respirerai. » Les murs du tribunal de Paris vibrent sous le poids d'une colère contenue, comme si les pierres elles-mêmes portèrent les échos des cris de Saint-Denis. 3 mois après la nuit où Jacques Dubois a affronté le canon d'un Beretta sous les réverbères de la rue de la Liberté, l'affaire arrive devant la justice. La manifestation spontanée, la vidéo virale d'Aïcha et la lettre anonyme dénonçant d'autres officiers suspects ont transformé cet incident en un symbole national. Jacques, directeur de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, entre dans la salle d'audience, sa médaille paternelle dans sa poche, un talisman contre l'injustice. La foule dehors, brandissant des pancartes « Justice pour tous », scande son nom. Mais sa fureur reste intacte, alimentée par la pensée que cet abus aurait pu briser une vie moins protégée que la sienne. Pierre Lefebvre, l'ex-officier déchu, est assis au banc des accusés, son visage pâle et défait. Un contraste pathétique avec l'arrogance qu'il affichait cette nuit-là. La connexion avec la scène précédente est fluide. L'élan de la manifestation et la lettre anonyme, relayée par le journaliste Karim, ont amplifié l'enquête, menant à ce procès. Les révélations sur les cartes xénophobes trouvées dans le casier de Pierre ont enflammé l'opinion publique et la vidéo d'Aïcha, vue par des millions, a fait de ce procès un événement médiatique. Jacques, vêtu d'un costume sombre, s'assied aux côtés d'Étienne Martin, commissaire de Saint-Denis, dont le regard trahit une honte persistante. La salle est comble. Journalistes, habitants, militants, tous attendent un verdict qui pourrait redéfinir la confiance en la police. Mais pour Jacques, ce n'est pas seulement Pierre qui est jugé. C'est un système qui a permis à un tel homme de brandir une arme contre un innocent. Un détail nouveau surgit, ajoutant une tension dramatique. Une femme, prénommée Mariam, se tient parmi les spectateurs, tenant une photo de son frère, victime d'un contrôle policier violent des années auparavant. Elle murmure à Karim, à ses côtés, « Si justice n'est pas rendue aujourd'hui, tout ce que nous avons enduré n'aura servi à rien. » Sa présence et la photo qu'elle brandit discrètement deviennent un symbole poignant, liant le cas de Jacques à d'autres injustices non résolues. Cette connexion émotionnelle attise la colère collective, et Jacques, apercevant Mariam, sent sa fureur redoubler. Il pense à son père, à la médaille, à tous ceux qui, comme le frère de Mariam, n'ont pas eu la chance d'être entendus. Le procès s'ouvre sous la direction du procureur Michel Dupont, dont la voix résonne avec une indignation maîtrisée. Il présente les charges. Agression avec arme létale, abus de pouvoir et menaces. Jacques, appelé à la barre, témoigne avec une clarté implacable. « Cette nuit-là, dit-il, sa voix tremblante de colère contenue, j'ai été traité non pas comme un citoyen, mais comme une menace, à cause de ma couleur de peau. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de milliers d'autres. » Ces mots, lourds de vérité, font frémir la salle. Il décrit l'arme pointée sur lui, les mots racistes de Pierre et l'absence de caméra corporelle, une violation criante des protocoles. La vidéo d'Aïcha, projetée sur un écran, montre Pierre brandissant son Beretta sans provocation, un silence accablant suivant chaque image.
L'avocat de Pierre, André Morel, tente de le défendre, dépeignant son client comme un jeune officier dépassé par le stress. Monsieur Dubois, demande-t-il, mielleux, n'avez-vous pas, en tant que directeur, intimidé mon client par votre autorité? Jacques, ses yeux, Brûlant d'une rage froide, répond. J'ai obéi à chaque ordre, malgré l'arme pointée sur ma tête. Si poser une question légitime est de l'intimidation, alors votre client a peur de la vérité. La salle murmure, et Mariam serre la photo de son frère, ses larmes mêlées de colère. Étienne, appelé à témoigner, confirme la violation des procédures par Pierre et la découverte des cartes xénophobes, renforçant l'accusation d'un comportement motivé par des préjugés. Un autre élément dramatique émerge. Un témoin surprise, un ancien collègue de Pierre, se présente sous serment. Il révèle que Pierre avait exprimé des opinions extrémistes lors de conversations privées, corroborant les soupçons soulevés par la lettre anonyme. Cette révélation, inattendue, fait basculer l'audience. La foule dehors, informée par des fuites, explose en cris de rage et Jacques, entendant leur voix, sent une responsabilité écrasante. Ce n'est pas assez de punir un homme, murmure-t-il à Étienne. Il faut arracher le mal à la racine. Le procureur Dupont, saisissant cette opportunité, insiste. Pierre Lefebvre n'a pas seulement violé la loi, il a trahi la confiance publique. La défense s'effondre sous le poids des preuves. La vidéo, les cartes xénophobes, le témoignage accablant et l'absence de caméra corporelle. Pierre, à la barre, tente de s'excuser, des larmes dans les yeux. C'était une erreur, je ne savais pas qui il était. Mais Jacques, inflexible, rétorque depuis son siège. Et si j'avais été un autre, un jeune du quartier, sans titre ni voix, auriez-vous tiré? La question, posée avec une fureur à peine contenue, réduit Pierre au silence. Le juge, Isabelle Renaud, observe la salle, consciente que ce verdict marquera un tournant. Ce procès n'est que le début d'une lutte pour la justice. Si l'histoire de Jacques et la révolte de Saint-Denis vous touche, commentez « Justice pour tous » et partagez cette histoire pour amplifier leur voix. Si vous pensez que Pierre mérite une seconde chance, donnez un like pour ouvrir le débat. Ne manquez pas la suite, car un verdict explosif et des révélations inattendues vous attendent. Restez connectés pour découvrir si la vérité triomphera. Sous le dôme austère du tribunal de Paris, l'air est chargé d'une colère qui semble faire trembler les fondations même de la justice. Après 3 jours d'un procès où chaque témoignage a ravivé l'indignation de Saint-Denis, le verdict tant attendu plane comme une lame prête à tomber. Jacques Dubois, directeur de la DCPJ, est assis au premier rang, la médaille de son père brûlante dans sa poche, un rappel de sa quête inflexible contre l'injustice. La vidéo d'Aïcha, les cartes xénophobes de Pierre Lefebvre et la photo brandie par Mariam ont transformé ce procès en un symbole de révolte. Dehors, la foule scande « Justice pour tous », leur voix un grondement qui traverse les murs. Jacques, consumé par une fureur intacte, sait que ce jugement ne concerne pas seulement Pierre. Il doit ébranler un système défaillant. La transition depuis le procès est fluide. Les preuves accablantes, du témoignage du collègue de Pierre aux images de la vidéo, ont scellé le sort de l'accusé. Alors que le juge Isabelle Renaud prend la parole, un silence oppressant s'installe. Pierre, blême, fixe le vide, son arrogance d'antan pulvérisée. Un détail nouveau surgit, intensifiant le drame. Un jeune homme dans la foule, tenant une pancarte avec le nom du frère de Mariam, s'effondre en larmes, sa douleur ravivant les blessures d'autres victimes d'abus policiers. Ce moment, capté par les caméras des journalistes, fait monter la tension. L'enjeu dépasse Jacques. Il touche chaque famille brisée par l'injustice. Jacques, croisant le regard du jeune homme, sent une rage incandescente l'envahir. Combien de vies ont été sacrifiées par des préjugés comme ceux de Pierre? La présidente du jury se lève, sa voix ferme. Pour l'agression avec arme létale, Pierre Lefebvre est déclaré coupable. Pour abus de pouvoir, coupable. Pour menace, coupable. Chaque mot frappe comme un coup. Et Pierre s'affaisse, ses sanglots noyés par les cris de triomphe dehors. Jacques, impassible, serre la médaille, sa colère intacte. Ce verdict n'est qu'une étape. Le juge Renaud, fixant Pierre, déclare « Vous avez souillé votre uniforme par des préjugés odieux, menaçant un homme innocent et trahissant la confiance publique. » Elle prononce une peine de 7 ans de prison, les sentences courant concurremment.
La salle explose en murmures, et Mariam, les yeux humides, lève la photo de son frère comme un acte de défi. Jacques, se tournant vers Étienne Martin, murmure « Ce n'est pas fini. Le système doit changer. » Dans un café discret de Saint-Denis, loin de l'agitation du tribunal de Paris, Jacques Dubois et Étienne Martin partagent un silence lourd, leur visage marqué par l'épreuve. Le verdict contre Pierre Lefebvre, condamné à 7 ans de prison, résonne encore. Mais la colère De Jacques, alimenté par la médaille de son père dans sa poche, brûle plus fort que jamais. La foule, les pancartes, justice pour tous, la vidéo d'Aïcha et le jeune homme pleurant le frère de Mariam ont transformé cette affaire en un cri de révolte. Pourtant, Jacques sait que cette victoire judiciaire n'efface pas les cicatrices d'un système défaillant. La fureur qui l'anime, loin de s'apaiser, se mue en une détermination implacable. Ce n'est pas seulement Pierre qu'il faut condamner, mais une culture d'impunité. La transition depuis le tribunal est fluide. L'écho des cris de la foule s'atténue, mais la douleur du jeune homme et la photo de Mariam hantent Jacques. Assis face à Étienne, il brise le silence. Ce verdict n'est pas une fin, Étienne. C'est un avertissement. Un détail nouveau surgit, intensifiant le drame. Une lettre, glissée sous la porte de Jacques ce matin-là, signée par Aïcha, révèle que des habitants planifient une marche pour exiger des réformes policières. Ce geste, audacieux et porteur d'espoir, ravive la rage de Jacques. « Combien de fois devrons-nous crier pour être entendus ?» demande-t-il, sa voix tremblante d'indignation. Étienne, accablé, promet des formations anti-préjugés et une refonte du recrutement. Mais Jacques, fixant la médaille, rétorque. Les promesses ne suffisent pas. Nous devons agir, ou d'autres pierres émergeront. Cette affaire, amplifiée par la vidéo et la lettre d'Aïcha, devient un catalyseur pour Saint-Denis. Jacques, serrant la médaille, s'engage à pousser la DCPJ à enquêter sur les failles systémiques. Sa colère, désormais un feu collectif, porte un message clair. L'injustice ne passera plus inaperçue.